Alors vous savez, à Story Jungle, on fait la guerre contre le tiède. Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Alors, je suis très content de vous retrouver en live sur LinkedIn et je ne suis pas tout seul, je suis avec Julien Gagliardo. Bonjour Julien. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Il y a peut-être un petit lag. Donc, en ce début d'année, on a décidé de faire le tour des plateformes en se posant une question, c'est comment utiliser au mieux les plateformes en 2021. Et alors, à tout seigneur, tout honneur, on commence bien sûr avec LinkedIn, notre partenaire. Vous savez que depuis 2-3 ans, on est maintenant partenaire de contenu LinkedIn. Et donc, j'ai le plaisir de commencer la discussion avec Julien Gagliardo, qui est Head of Strategic Account chez LinkedIn France. Voilà. Et donc, on va parler bien sûr de 2021. À la fin du live, on est ensemble depuis pendant à peu près une demi-heure. À la fin du live, tu nous diras 2-3 trucs sur des nouveaux produits que vous êtes en train de lancer. N'hésitez pas à poser vos commentaires, à poser toutes les questions à Julien. On fait ça le plus interactif possible. Mais avant de parler de 2021, Julien, est-ce qu'on peut d'abord revenir un petit peu sur 2020, car une année très particulière. Comment vous avez traversé 2020 ? Effectivement, il n'y a pas besoin d'être un fin observateur pour dire que l'année 2020 a été particulière et atypique. En fait, nous, on a observé deux tendances fortes. La première tendance, c'est que en 2020, on a eu une forte période d'incertitude, autant d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue économique. Et les personnes se sont comportées avec une forme de boulimie de médias. Il y a 40% des gens qui disent qu'ils ont consommé davantage de news qu'ils le faisaient par le passé. Et nous, on l'a vu sur la plateforme, on a eu une explosion de l'audience, une explosion de l'engagement. On a passé la barre des 21 millions de membres, donc c'est quelque chose d'important, ça représente les 2/3 de la population active. Et on a vu l'engagement qui explosait, on a 2 fois plus de contenu qui est partagé aujourd'hui sur la plateforme, on a 2 fois plus, 55% plus de discussions entre les membres. Donc ça a été un élément très fort. Le deuxième élément qu'on a observé et qui est vraiment en phase avec le marché, ça a été l'accélération de la transformation digitale des entreprises. On a assisté en quelques mois en fait à une accélération complète. Satya Nadella, le président, le CEO de Microsoft, qui disait qu'en 2 mois, on avait eu l'équivalent de 2 ans de transformation digitale. Et ça, on l'a vécu dans différents domaines. Déjà, on l'a vécu tous, et c'est un bel exemple aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le rapport qu'on a avec nos collaborateurs, nos collègues, où on a du télétravail qui est devenu la norme, et aussi dans le rapport que les entreprises ont avec leurs clients. Et la relation, elle s'est complètement digitalisée. Alors, elle l'était en partie, mais elle est venue dans un autre domaine qui est celui en fait des événements physiques qui ont basculé en digital. On sait que dans le B2B, ça représente un pilier qui est absolument énorme, l'organisation d'événements, et on a vu, et on va en parler d'ailleurs dans les perspectives 2021, ces événements qui basculaient et qui devenaient complètement digitaux. On a lancé le live event, et je vais en parler de manière plus détaillée au cours de l'année, et très rapidement, on avait 7 millions de personnes qui ont participé à des live events. Donc ça a été un élément très fort. Alors, on va y revenir. Je pose juste une question à l'audience d'abord. Est-ce que tout le monde entend bien le son ? Parce que il faut cliquer effectivement sur la petite icône en bas à droite. Alors évidemment, vous ne m'entendez pas, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous entendez bien le son ? Je crois que c'est le cas. Hein. Voilà. Oui, on va revenir sur les events. Alors, je finis simplement un mot pour te dire, ça a été une année très difficile d'un point de vue économique, d'un point de vue sanitaire bien sûr, et aussi d'un point de vue économique, avec de nombreux secteurs qui sont complètement atones. On a vu quand même sur le digital, et c'est la bonne nouvelle, un marché qui était stable. On a le SRI, je ne sais pas si tu as pris connaissance, Gilles, de ces chiffres. On a vu qu'il y avait
un marché digital qui avait progressé de 3%. 3% en croissance, En croissance, plus effectivement. 16% Tout le monde entend, sur le deuxième hein. semestre. Ouais. Ça veut dire que les marques, les annonceurs ont réagi, ont pris la parole, ont conservé la relation qu'elles ont avec les consommateurs. Et donc, il y a quand même des choses positives à retenir de cette période, l'accélération de la transformation digitale et le fait que les marques prennent toujours la parole. Alors, on a posé une question, tu sais, avant le live, on a posé un petit sondage, savoir quelles étaient la priorité des gens sur LinkedIn Oui. pour cette année. Et on a une réponse qui se partage un petit peu entre le branding et la lead generation. On se doute bien que la lead generation va être effectivement importante cette année, dans une année qui vient après une année un peu compliquée. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques, toi, comment tu vois les choses avec ta position, parce que vous êtes en face des plus grands clients en France. Quelles sont selon toi les fortes priorités? Alors, je sais qu'en travaillant ce live, tu m'as parlé évidemment des LinkedIn Events. Comment tu vois LinkedIn Events s'inscrire dans le paysage sur LinkedIn en 2021? Alors, forcément, je préfère commencer par ce pilier-là parce que je considère que c'est un Alors, vrai game changer. je réponds juste un mot à Sabrina. C'est vrai que 3% de croissance, c'est pas beaucoup, mais on s'attendait vraiment à avoir une décroissance. D'ailleurs, tous les autres leviers sont plutôt, les autres médias sont plutôt en décroissance. Ils sont 3%. tous en décroissance. Voilà. Et je vois pas les questions, excusez-moi. Ah ouais, non, J'y réponds tout de suite, mais effectivement, c'est pas énorme. C'est la plus faible croissance qu'a connue le digital depuis ces 15 dernières années, probablement. Et en l'occurrence, c'est le seul média qui connaît de la croissance. On doit avoir, on est à pas loin de -10 sur la plupart des médias. alors, LinkedIn Event. Alors, ouais, je commence par ça parce que c'est un gros game changer sur l'univers du B2B. Je le disais tout à l'heure, dans les stratégies marketing B2B, l'organisation d'événements, c'est un élément très important. Ça permet de rencontrer ses clients, ça permet de rencontrer de nouveaux clients et de faire de la génération de nouveaux clients. Il y a deux enjeux majeurs quand on organise un événement physique. On veut dans un premier temps trouver les bonnes audiences, les bons inscrits, les bons participants. Et on va voir qu'en digitalisant les événements, on apporte une réponse à ce pilier-là. Et deuxième élément, on veut entretenir la relation avec les personnes qui ont participé à l'événement. Et grâce aux événements digitaux, on va pouvoir créer une relation en amont, créer une relation pendant et créer une relation en aval. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé chez nous d'un point de vue produit pour répondre à ces enjeux? On avait un premier produit que tu connaissais, Gilles, qu'on avait lancé fin 2019, qui était le live. Donc la possibilité de faire une vidéo comme celle que nous sommes en train de faire. Qu'on fait aujourd'hui. Voilà. C'est un vrai booster d'engagement. Quand on fait des lives, on a 7 fois plus d'engagement que sur une vidéo traditionnelle, 24 fois plus de commentaires. Donc c'était un booster d'engagement, ça avait déjà été lancé. Dans un second temps, on avait lancé au début de l'année 2020 la fonctionnalité Event. Donc la possibilité de créer un bassin d'audience qui peut être soit privé, soit public, et je vais donner des exemples concrets, et qu'on a lié avec la fonctionnalité live. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité d'inviter des audiences, celles qui comptent pour elles, de les retrouver sur un espace événementiel et ensuite d'avoir une interaction en live. Donc ça s'est fait au cours de l'année, ça a explosé, ça a été un vrai carton, et avec des stratégies qui s'inscrivent dans différents domaines, donc des stratégies qui sont parfois très grand public. On a vu notamment le secteur de la mode qui a organisé des fashion shows. On a Dior, Prada, Chanel, LVMH qui a fait ses shows, Vuitton qui a fait ses shows. Enfin, pour donner un ordre d'idée, quand Vuitton a fait 4 shows sur LinkedIn Live, ça a été 1 500 000 vues, plus 45% de followers. Pas mal. C'est première famille donc on peut avoir un live qui soit très grand public. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième possibilité, on peut aussi avoir un live qui s'adresse à une audience très qualifiée, très spécifique, et c'est notamment ce qu'on a fait avec BNP Paribas. Donc BNP Paribas est très engagé auprès notamment des entrepreneurs qui ont des startups dans l'univers social.
Et ils ont organisé un live pour regrouper des jeunes start-upers. Donc, c'est des audiences qui sont très pointues. Et ils ont recueilli plusieurs centaines d'inscrits et plusieurs centaines de participants au live qu'ils ont organisé. Ce qui est surtout on a eu le plaisir de le produire. C'était passionnant, franchement, avec des intervenants. C'était vraiment super intéressant. Et effectivement, beaucoup d'engagement. Gilles, je dis ça pour le dire. On travaille ensemble, main dans la main, sur beaucoup de projets. Et je ne savais pas que on n'avait pas parlé de cet exemple. Je ne savais pas que c'était toi qui l'avais produit. Ah bah, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par-delà l'événement en tant que tel, le jour J, un mois avant, la communauté qui a été créée, l'entreprise BNP Paribas a pu échanger avec cette communauté. Donc, il y a eu toute une stratégie de contenu un mois avant. Et un mois après, pareil, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de stratégies de contenu. Ça, c'est un élément qui a été très fort pour garder la relation avec les gens qui participent à un événement. Alors, une question à l'audience. Est-ce que parmi vous, est-ce que certains ont déjà testé le live, l'event, ou est-ce que certains ne souhaitent pas le faire pour des raisons? Ce serait intéressant d'avoir vos commentaires. Enfin, quels sont éventuellement les blocages que vous trouvez? On est là justement pour en discuter. Et juste pour dire aussi qu'on organisera en fait en mi-mars un événement dédié justement au LinkedIn Event, à l'anniversaire, je dirais, de lancement du LinkedIn Event, quelque chose qu'on aura le plaisir de faire ensemble d'ailleurs, et qui s'appuiera sur une étude LinkedIn qui justement revient sur ce produit. Effectivement, un élément clé, c'est quand même l'engagement. L'engagement que génère en fait ces LinkedIn Events. Et effectivement, on voit avec les événements privés la possibilité de substituer en fait ce qui peut être fait dans le cadre de webinaires. C'est-à-dire qu'avec les événements privés, on peut aussi sélectionner qui peut participer à l'événement et donc pas laisser rentrer le concurrent. C'est comme ça, c'est terrible. Sur le LinkedIn Event, il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire que vous avez lancé assez rapidement par exemple, les invitations étaient assez relativement simples. Maintenant, il y a des produits d'advertising, pour aller chercher des participants qui arrivent. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais, effectivement, je te confirme. Donc, on a la possibilité depuis quelques mois de faire venir des participants via des campagnes publicitaires. Et on a actuellement en bêta une solution qui est complètement dédiée aux events, donc avec un format qui reprend les principaux éléments de l'event. On l'a testé et on a vu des apports de performance très importants, c'est-à-dire que le coût de l'inscrit diminue de manière drastique grâce à ces nouveaux formats. Donc ça, c'est première valeur ajoutée. Deuxième valeur ajoutée, on peut récupérer plus d'informations sur les personnes qui s'inscrivent à l'événement. C'est-à-dire, habituellement, on n'avait que nom, prénom, nom de l'entreprise. Aujourd'hui, on a davantage de champs, on va avoir la fonction, on va avoir le pays. Donc, les partenaires qui organisent des événements sur LinkedIn avec ce type de support vont avoir la possibilité de recueillir toutes ces informations. Et comme la plupart des produits de lead gen LinkedIn, on est plugué directement au système de CRM, au système de marketing automation. Et dès que vous avez un inscrit à votre événement, la data va nourrir vos autres systèmes de manière immédiate. Donc ça, c'est en bêta. On le teste avec et c'est lancé dans les prochaines semaines. Je dis les prochains mois pour pas prendre de risques, mais en tout cas, ce sera accessible à tout le monde d'ici très peu de temps. Oui, alors donc voilà, donc Julien va pas s'engager, nous on entend fin février, à voir. On a une question de Belinda, je vais y revenir, mais d'abord une question de Sabrina sur justement les lives. Sabrina a visiblement testé et demande s'il est possible d'optimiser l'engagement. Tu as des idées là-dessus sur comment on fait pour avoir encore un peu plus d'engagement? Moi, je ferai une réponse après derrière là-dessus. Ouais, alors tu en as produit, nous on a vu beaucoup d'exemples en la matière. L'interaction avec l'audience, le fait d'interpeller l'audience, c'est un élément très important. Après, vous avez la possibilité d'avoir vraiment de broadcaster, c'est-à-dire quand vous faites un live, selon sa durée, de prendre aussi des moments que vous intégrez à votre live. C'est pas simplement avoir une prise de parole, mais de le faire vraiment vivre avec beaucoup d'interactions comme vous pourriez avoir un programme télé. Donc voilà les deux éléments. Premier élément, favoriser l'interaction. Deuxième élément, rythmer
au maximum vos lives. Bah, tu as dit ce que j'allais dire. En fait, l'élément clé, effectivement, c'est effectivement d'aller interroger son audience, de l'inciter effectivement à participer, à partager et à commenter, poser des questions. Et c'est ça qui va effectivement permettre d'avoir des niveaux d'engagement. Moi, je ne vais pas citer le client pour lequel on a fait ça, mais j'ai en tête un live qu'on a produit donc en décembre avec une grande marque française qui a en fait un taux d'engagement qui est de l'ordre de quelques pourcents en moyenne sur sa page LinkedIn et produit beaucoup de contenu. Et donc, c'est un bon taux d'engagement. On a passé les 100% sur le live. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'engagement, de questions, de likes, etc., de partage que de personnes présentes sur le live, et il y en avait beaucoup. Donc voilà, donc c'est possible vraiment d'avoir des niveaux d'engagement vraiment très importants, mais effectivement, ça nécessite de s'appuyer sur effectivement encore, en tout cas, la personne qui va gérer le live, qui a vraiment l'habitude d'aller solliciter les audiences. Alors, on va parler maintenant de branding, parce que je sais que c'est quelque chose dont tu veux parler absolument. Je prends quand même une question au passage, un peu longue, de Belinda, qui nous demande qu'est-ce que l'algorithme favorise selon toi? Est-ce qu'on est plutôt sur les formats courts, les formats longs? Et il y a la notion de la fréquence. Alors, la notion de la fréquence, on va y revenir une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. Les interactions avec les gros influenceurs. Bon, c'est une question très large, pardon, très vaste. Est-ce que tu peux donner quelques éléments, peut-être, pour faire le pont avec notre discussion? Oui. Alors je vais essayer de répondre à ces différents points de manière synthétique, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Beaucoup de questions. Et c'est le job des... On a une équipe qui est spécialisée justement pour accompagner nos grands partenaires sur l'optimisation de leur stratégie de contenu et voilà, qui travaille, qui s'immerge aux côtés des marques pour qu'elles aient les stratégies de contenu les plus efficaces. Premier élément, question sur l'algorithme. Comment fonctionne l'algorithme, qu'est-ce qu'il privilégie, etc. Qu'il s'agisse de communication organique ou de communication payante, on a un principe de relevancy score. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre enjeu, c'est que le contenu qui soit publié intéresse l'audience. Et par conséquent, systématiquement, l'algorithme va encourager les contenus qui engagent le plus. Donc, c'est vraiment un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a un effet exponentiel. Lorsqu'un contenu fonctionne, il va, de fait, surfonctionner dans la durée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les formats. En fait, aujourd'hui, sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'avoir différents types de formats. Et selon la solution que vous allez activer, on va recommander quelque chose de complètement différent. Lorsqu'on va être sur les stories, par exemple, on va être sur un format qui va être vraiment snackable. Donc ça fait partie aussi des nouveautés 2020. On va être sur un format snackable. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est que les stories, c'est un contenu qui peut être vidéo, qui peut être une image, qui va être éphémère. Il va durer 24 heures. Donc là, on sait qu'on va switcher vite et on va recommander, quand il s'agit de vidéos, on recommande beaucoup de vidéos sur le sujet, qu'elles soient maximum de 5 secondes, parce qu'on sait qu'après, on passe au sujet suivant. À l'inverse, quand on va avoir un live, on va recommander des contenus qui vont être beaucoup plus longs, et de manière générale, on recommande des contenus qui soient supérieurs à 10 minutes. Donc on voit bien que selon le levier que vous activez, on va recommander des formats différents. Merci pour cette réponse. J'espère que ça a répondu à votre question, Belinda. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'il y a plusieurs éléments, le dwell time notamment, qui est aussi assez important. C'est effectivement de plus en plus LinkedIn dans son algorithme prend en compte le temps qu'on passe sur LinkedIn et sur les contenus en question. C'est un critère justement de l'engagement avec les contenus. Et donc oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le live est un format hyper puissant sur la plateforme LinkedIn. Julien, en préparant ce live, tu m'as dit 2021, c'est l'année du branding. Pas que, j'ai dit c'est notamment l'année du branding. En fait, c'est pas moi qui ai dit ça. Je participais à un événement organisé par l'IAB il y a quelques semaines, et c'était Bertrand Bodichon qui a dit mais 2021 sera l'année du branding. J'y crois sur un certain nombre de sujets.
Est-ce que tu connais, Gilles, l'étude Edelman? Oui. Pour l'audience, si vous ne connaissez pas l'étude Edelman, c'est un baromètre qui nous parle de la relation qu'ont les consommateurs, les publics en général, de confiance avec à la fois les institutions, les entreprises et aussi les personnes qui incarnent ces entreprises. Et le baromètre Edelman vient de sortir il y a quelques semaines pour la fin de l'année 2020. Et il y a deux sujets qui ressortent notamment et qui sont pour moi des opportunités pour les marques. Premier point, en fait, la crise sanitaire, elle a mis l'accent sur des préoccupations des consommateurs sur d'autres sujets de nature sociétale, de nature environnementale. Les sujets environnementaux, il y a 72% des interviewés qui disent qu'ils ont beaucoup d'interrogations quant à ce qui se passe sur les changements climatiques. Donc là, il y a une vraie anxiété de la part des consommateurs. Deuxième élément de l'étude, tous les sujets RSE au sens large. Deuxième élément de l'étude, qui lui m'a, je dois l'avouer, un petit peu, pas surpris, mais bousculé. Il y a 28 pays qui participent à cette étude, et pour 18 d'entre eux, les interviewés nous disaient qu'ils font davantage confiance au CEO d'une entreprise qu'aux responsables de leur gouvernement. C'est-à-dire que la confiance, et de manière générale, c'est confirmé, les consommateurs ont plus confiance dans les entreprises quand elles prennent la parole que dans les gouvernements, pour 18 pays des 28 concernés par l'étude, et parfois ou même souvent que les médias. Ce qui veut dire que ça donne une opportunité pour les marques absolument extraordinaire pour rappeler leur raison d'être, pour rappeler leur engagement dans la société, pour leur action. Je parlais tout à l'heure de BNP Paribas. Ils font des choses, ils sont très investis pour toutes les problématiques de sustainable finance. C'est une opportunité extraordinaire. Je pense qu'ils vont. Julien, qui est très investi aussi sur l'eau, la préservation de l'eau. Julien, on te perd un petit peu. Je pense que la connexion n'est pas hyper bonne de ton côté. Mais en fait, on t'entend, mais par contre, on te voit un petit peu frisé. Alors, est-ce que vous Mais c'est pas grave, on fait de la radio. C'est bien la radio aussi. Je vais poursuivre mon propos, non, simplement pour finir, sur le fait qu'on a de plus en plus de la communication corporate, la communication et ça va aussi être un sujet majeur sur 2021. D'accord. On n'a pas entendu la deuxième, la communication corporate et la communication. La communication RSE, les engagements de nature sociale et sociétale d'entreprise vont être un sujet majeur pour l'année 2021. Alors, il y a une question justement qui rejoint un petit peu les questions de Belinda tout à l'heure, c'est est-ce qu'on a intérêt dans cette logique de communication corporate à plutôt agir en campagne, c'est-à-dire à essayer de frapper un grand coup, ou d'être plutôt présent en fil rouge sur LinkedIn? Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Ouais. Alors ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité, on a fait beaucoup d'études sur le sujet. 2 points, je vais répondre à la question avec deux sujets, enfin deux angles. Le premier, c'est l'impact mémoriel. On a vu, et on l'a testé sur beaucoup de campagnes, lorsque tu fais une campagne publicitaire quelle qu'elle soit, tu vas avoir un impact mémoriel qui va nécessairement retomber après quelques jours ou quelques semaines. Et le fait de cumuler des campagnes qui sont construites de manière disruptive, en fait, en temps, systématiquement, ton impact de mémorisation diminue et il faut le reconstruire à chaque fois. À l'inverse, quand tu communiques de manière linéaire, tu vas capitaliser et augmenter ta notoriété et ton souvenir publicitaire de manière régulière. Donc ça, c'est le premier point. Et on a des études sur le sujet, hein, je dis ça à nos partenaires, on l'a démontré, hein, on a vraiment
J'ai pas entendu ta réflexion, ça a coupé juste à ce moment-là. Non, en fait, c'est effectivement l'importance pour une marque d'être présente auprès de son audience et d'avoir son message présent de façon régulière pour activer cet effet mémoriel que tu cites. Et si on regarde maintenant LinkedIn concrètement, quel est le bénéfice d'être présent en continu? Ouais, alors il y a un deuxième élément qui est beaucoup plus de nature technique ou techno. Je parlais tout à l'heure du relevancy score, c'est-à-dire le fait que l'algorithme, il pousse les contenus qui engagent le plus. Le principe, en fait, c'est que chaque marque, quand elle fait une campagne, elle construit un relevancy score qui permet justement d'optimiser la diffusion. Et après 15 jours, ce relevancy score, il va retomber à zéro, parce que forcément, il y a plus de 15 jours sans communication du tout. Le relevancy score retombe à zéro et après, il faut le reconstruire. Donc, en résumé, autant d'un point de vue mémoriel, publicitaire, mais aujourd'hui, tous les annonceurs avec lesquels on travaille l'ont complètement intégré et la plupart de nos partenaires fonctionnent en always on. Enfin, les grands annonceurs avec lesquels on travaille, on a vraiment une communication qui est rythmée dans le temps, sans interruption. Donc autant d'un point de vue intérêt marketing et mémoriel que d'un point de vue technique et optimisation des budgets, il faut faire du always on. D'accord. Il faut faire du always on. Et je reviens sur un point que tu évoquais. Alors, ce n'est pas forcément sous forme de question, mais il y a une vraie prime sur LinkedIn à l'influence, au sens que, effectivement, les CEO ont une parole qui est très écoutée, pas uniquement les CEO, les C-suite. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être vraiment influentes sur LinkedIn au sein d'une société. Et ça, d'ailleurs, en organique, ça marche extrêmement bien, en plus de, effectivement, la possibilité d'intégrer cette parole dans une campagne branding qui est cette fois-ci médiatisée sur LinkedIn. Donc, il y a quelque chose qui est très, très intéressant à faire. Et d'ailleurs, le LinkedIn Live, le LinkedIn Event, en associant le CEO ou une personne du board aux events, est aussi un levier d'influence en même temps que c'est un levier de marque. Et puis, c'est un levier pour acquérir des leads via notamment les formats lead gen dont tu parlais. Pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, on a Sabrina qui nous dit « Repetition is reputation ». Voilà. Ouais. Sabrina, je me permettrai de vous reciter. Absolument. Tu m'avais posé une question sur la roadmap et puis tu m'en parles pas là. Il nous reste 2 minutes. J'allais justement y venir. J'allais exactement y venir. Il nous reste quelques minutes. Donc, est-ce que tu peux nous dire des choses sur de nouveaux produits? N'hésitez pas à poser aussi pendant ce temps-là vos questions. Il y a un petit lag, donc moi je les aurai dans 10 secondes. Si vous avez, on essaiera de prendre une ou deux questions peut-être maximum. Mais Julien. Alors, je vais parler de nouveautés qui s'inscrivent un peu dans la durée et puis de nouveautés qui sont plus immédiates. Je commence par une qui va arriver pas tout de suite, mais qu'on est en train de tester avec un certain nombre d'annonceurs en alpha et qui est aussi, je pense, un game changer sur LinkedIn. Aujourd'hui, l'écosystème d'une marque sur LinkedIn, il est fait de pages entreprises, vous connaissez ça, et de showcase page. Donc ça, c'est souvent une entreprise va prendre une page principale et ensuite des showcases qui vont être rattachés, affiliés pour parler de ses filiales. On lance, c'est actuellement en version alpha, ce qu'on appelle la marketplace, c'est-à-dire des pages produits. C'est-à-dire que les entreprises ont la possibilité de dédier une page à un produit spécifique. On va avoir plein d'informations sur le produit, comment il a été développé, les témoignages des ingénieurs, etc. On va avoir l'univers concurrentiel et on va avoir surtout les commentaires et le rating de l'audience. Et c'est un élément qui est super important quand on fait un achat, qu'on choisit un restaurant, on le sait bien, on va regarder les ratings les notes attribuées par les consommateurs. Dans le B2B, c'est quelque chose de nouveau et je pense que ça va être très, très important. Donc, les produits vont avoir leur page. On va pouvoir lancer une page dédiée aux produits. Les produits vont avoir leur page et ils vont être notés, ils vont créer de l'interaction. Les marques vont pouvoir avoir un engagement fort sur les produits. Donc, ça fonctionne. Il y a déjà quelques annonceurs en France avec lesquels on est en train de tester la fonctionnalité. Je ne vais pas m'engager sur la date de lancement. En revanche, c'est quelque chose qui va, je pense, apporter beaucoup et
changer les perspectives qu'on peut avoir sur l'écosystème LinkedIn. Alors, il y a d'autres choses, parce qu'on disait année 2021, fort branding, mais aussi toujours de la lead gen. Je rappelle que LinkedIn, c'est la plateforme numéro 1 pour la génération de lead B2B. On lance beaucoup de fonctionnalités de retargeting. Donc là, c'est un peu plus pointu, ce que j'aborde comme sujet, mais la possibilité de retargeter vos audiences sur des comportements qu'elle a pu avoir. Donc, une personne qui a engagé avec une vidéo, une personne qui a rempli un formulaire, une personne qui a participé à un événement, vous aurez la possibilité de retargeter ces différentes, via différentes campagnes, ces audiences. Voilà. Donc, on a une roadmap, il nous reste très peu de temps, sur les events. qui est extrêmement riche cette année. Live event, grosse priorité. Je vous ai donné quelques exemples avec le retargeting, mais on a aussi, donc à la fois d'un point de vue membre, des éléments qui vont faire évoluer l'expérience, mais aussi d'un point de vue administrateur, des nouveaux rapports d'insight très faciles à activer, enfin beaucoup de choses qui rendent l'expérience administrateur beaucoup plus fluide et efficace. Bon, on prend une toute dernière question avant de nous quitter. Une question de Samia qui nous posait la question par rapport en fait à l'explosion de l'engagement et aussi de la production de contenu qu'on a pu constater l'année dernière. Donc, quelles sont les contraintes et les risques de cette explosion de contenu, du contenu digital, notamment sur la plateforme LinkedIn? Alors, moi personnellement, j'y vois une opportunité plus que des risques. En revanche, il y a cette opportunité, il y a quand même une contrainte. Aujourd'hui, quand on est une marque, qu'on veut exister sur un sujet, il faut trouver sa voix, il faut trouver sa tonalité et son facteur de différenciation. Donc, je parlais de BNP Paribas qui est présent sur la Sustainable Finance. Ils communiquent dessus tout au long de l'année. Ils ont un angle qui est très spécifique, avec des actions très concrètes, et ça leur permet d'émerger sur le contenu. Donc, nous, on travaille beaucoup avec nos partenaires pour, sur chacun des univers qui souhaitent préempter, analyser les prises de parole des concurrents, analyser les contenus qui engagent sur ces sujets-là, les hashtags qui fonctionnent du moment, et pour que la communication, la production de contenu soit optimale pour émerger dans l'environnement LinkedIn. Alors, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans la jungle de Story Jungle. N'hésitez pas à poser vos autres questions. Alors, juste pour compléter ce que tu viens de dire, nous, on dit ce qui est hyper important, c'est de faire la guerre contre le tiède. C'est-à-dire essayer de trouver, en fait, de dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs, avoir un vrai point de vue. Parce qu'aujourd'hui, l'engagement, il faut quand même aller le chercher avec les dents. N'hésitez pas à nous poser des questions, on pourra vous répondre après s'il y a d'autres points qu'on n'a pas pu aborder pendant cette petite demi-heure. La semaine prochaine, jeudi prochain à 11h30, on sera avec Prune Nouvion, que tu connais bien d'ailleurs, Julien, et on parlera donc de Spotify et des formats qu'on peut utiliser sur Spotify. Un grand merci, Julien. Merci à tous, merci pour vos questions et très bon après-midi à tous. Merci beaucoup, Gilles, pour cette invitation et merci à tous pour ce moment de partage. Au revoir.